Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Gwenaëlle. Donc on se retrouve ce soir, alors que vous soyez en direct avec nous ou en replay, parce que cette vidéo sera ensuite mise à disposition sur cette même chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante et si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas tout simplement à la diffuser. Donc, on a intitulé avec Gwenaëlle cette proposition de webinaire « Crise plus 1 an, où en sommes-nous psychologiquement ?» On se connaît bien avec Gwenaëlle, on est certes consoeurs, mais on est aussi grandes amies et on partage bien sûr ce que nous vivons depuis 1 an. Entre autres, nous essayons de décrypter ce qui se passe en termes de processus psychologiques. Personne ne peut aujourd'hui ignorer que on est en souffrance, on a une population en souffrance au vu de ce qu'on traverse. Et donc, on a voulu proposer ce webinaire pour apporter de l'information, pour apporter notre regard en tant que psychologue sur cette situation, mais aussi pour échanger avec vous, si vous avez tout au long de ce webinaire des questions ou des remarques. On sait que certains confrères ou consoeurs vont aussi nous regarder ce soir. N'hésitez pas, en tout cas, qui que vous soyez, à poser vos questions, à interagir sur le chat et on y répondra dans une seconde partie. Gwenaëlle, est-ce que tu veux bien dire ce qui, toi, t'a encouragé peut-être à proposer cela? Et peut-être on va se présenter aussi rapidement dans nos fonctions. Bon, à nouveau, tu as une bonne Robocop, chère Ioana. Donc, moi, je m'appelle Gwenaëlle. Et peut-être déjà se présenter. Voilà, donc je suis psychologue clinicienne. Je travaille en libéral, donc en cabinet près de Lyon, et je travaille aussi en psychiatrie. Je travaille au CHU de Saint-Étienne depuis 8 ans maintenant. Et je le dis dès le départ parce que j'ai un regard du coup sur ce qui se passe au niveau institutionnel et au niveau du service public sur la crise. Voilà, donc je vais y revenir pour vous partager ce qu'on peut vivre, nous, dans nos services en psychiatrie, en pédopsychiatrie, comment tout ça évolue depuis 1 an. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie d'échanger, en fait. On attend vraiment vos questions. On a plusieurs petites choses à dire qu'on s'est listées avec Ioana, mais on veut surtout que ça soit dans l'échange. Dites-nous aussi ce que vous vivez, en fait. Ce qui est difficile pour vous, ce qui, à l'inverse, vous fait du bien. On est là aussi pour partager des ressources. Donc, voilà, on attend vos remarques, vos questions. Ok, donc moi, je suis Ioana Bicou, donc je suis psychologue aussi. J'exerce en cabinet au nord de Lyon et je travaille aussi en tant que formatrice auprès de professionnels de la relation d'aide. Alors, c'est vrai que ce soir, on va parler en nom propre, Gwenaëlle, mais aussi on fait partie toutes les deux d'un collectif de soignants, de professionnels de la relation d'aide qui s'appelle le collectif Conscience, Santé, Liberté. Donc, qui regroupe plusieurs centaines de soignants, quelle que soit leur profession, mais qui sont soucieux de ce qu'on vit depuis 1 an. Et l'objectif de ce collectif, c'est plutôt d'informer, de réfléchir ensemble, de mettre du sens, parce qu'on sait, en tant que psychologue en tout cas, que ce qui est très soulageant en tant qu'être humain, c'est de mettre du sens sur ce qui parfois nous apparaît comme un non-sens. Donc c'est vrai qu'on parle aussi au nom de tous ces confrères, consoeurs qui nous soutiennent aussi dans cette démarche d'information et qui partagent nos points de vue. Voilà. Donc, c'est vrai que dans nos professions, on a l'habitude déjà d'accompagner des gens qui vont mal, qui vivent des choses éprouvantes et difficiles dans leur vie. Et c'est vrai que de mon point de vue en cabinet privé, je remarque depuis le début de la pandémie, mais surtout ça s'accélère depuis ces derniers mois, je remarque que ce qu'habituellement j'accompagnais dans le huis clos de mon cabinet, les mécanismes des fois de peur, de confusion mentale, d'avoir la sensation d'être un peu déconnecté, d'être un peu robotique ou des fois d'avoir des débordements émotionnels. Je pense aussi à des mécanismes où on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas compris, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de parler ou d'être libre de nos faits et gestes. Bref, tout notre quotidien en tant que psychologue.
Eh ben, je le remarque aujourd'hui au niveau sociétal aussi, hein. Donc, je crois vraiment que ce qui se passe au niveau sociétal est à l'image de ce que nous, en tant que psychologues, on connaît bien en termes de processus psychiques. C'est ça que j'avais aussi envie de partager avec vous. Oui. Donc, on peut peut-être partir de ce qu'on observe. Moi, j'ai envie de vous dire quand même quelques mots tout de suite sur comment ça se passe en fait à l'hôpital du point de vue du soin psychique. Parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital depuis 1 an, évidemment des services de Réa en particulier, et puis tous les autres, mais on commence à parler depuis effectivement quelques mois maintenant de la psychiatrie. Mais nous, ça fait longtemps en fait qu'on est au bord de la saturation, voire même en saturation dans certains départements. Et ça fait surtout longtemps qu'on envoie des signaux d'alerte. Moi, déjà, il y a 1 an, en fait, après le choc des premiers mois, on a vu en fait des premières fragilités psychologiques apparaître chez nos patients, ceux qu'on connaissait déjà et puis ceux qu'on ne connaissait pas en fait. Et on va dire que ça a commencé à être visible. L'été, c'est à peu près bien passé. Ça a commencé à être vraiment visible en septembre-octobre, surtout avec les mesures qui ont été appliquées, je pense notamment au masque chez les enfants. Et puis, parce qu'en septembre-octobre, ça faisait déjà quelques mois, en fait. Donc, il y a un phénomène aussi d'érosion des capacités psychiques. Ça, on va y revenir tout à l'heure, notamment Yana qui nous expliquera des choses sur le stress en particulier. Et nous, dans nos services, on a vu des gens qui au début tenaient bien, mars, avril, mai, juin, ça commençait un peu dur. Il y a eu un souffle d'air en juillet, août. Et puis à partir de septembre-octobre, on a commencé à voir des gens qui allaient déjà pas très bien, qui allaient encore moins bien, et puis des gens dont on n'avait jamais entendu parler, qui ont débarqué dans nos services. Alors, débarquer dans le service, ça veut dire quoi? C'est notamment dans les urgences, aux urgences psychiatriques, et puis aussi dans les services ambulatoires, comme le centre médico-psychologique, qui est un service ouvert à tout le monde. Et les demandes qu'on a observées, elles sont très diverses, mais on va dire qu'il y a une émotion principale, c'est évidemment la peur. Donc, la peur est omniprésente, et pour des raisons qu'on comprend facilement, parce qu'il y a la réalité d'un virus, mais il y a aussi tout ce qu'on dit aussi autour du virus. On reviendra sur le rôle des médias. Donc, nous, on a vu des gens arriver dans nos services avec beaucoup d'émotions. Il y avait aussi parfois de la colère, évidemment. Il y avait du désespoir, de la tristesse. Une kyrielle de choses qui amenaient les gens à venir nous consulter. Et aujourd'hui, pour être plus dans le présent, depuis le début de l'année, ceux qui souffrent le plus, ce sont les étudiants. Vous avez forcément entendu parler de ça. Il y a un phénomène jamais vu chez les jeunes, en fait, lié, selon moi, à différents facteurs, mais il y en a qui sont évidents, il y en a qui sont plus subtils, comme la perte de sens. Donc, les étudiants ne vont pas bien. Les personnes âgées isolées ne vont pas bien non plus, évidemment, en raison du lien social. Vous avez aussi toutes les personnes en difficulté financière, qui sont évidemment dans des situations parfois dramatiques. On pense aux restaurateurs, on pense à tous ces entrepreneurs, au métier du spectacle, etc., qui ont résisté. Puis le stress, en fait, ça peut se tenir pendant un temps, puis évidemment, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il y a aussi ces personnes-là. Et puis, phénomène plus récent et extrêmement préoccupant, c'est les enfants. Donc, moi, je travaille en psychiatrie adulte, donc je n'ai pas d'expertise effectivement sur la pédopsychiatrie, mais je travaille avec des pédopsychiatres. Dans un hôpital, on est quand même au courant de ce qui se passe globalement dans tous les services. Et ça, c'est du jamais vu quand même. On voit des enfants qui se suicident à des âges juste incroyables, en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce live aussi, pour expliquer qu'il y a une vraie souffrance psychique. Il y a 1 an, les premiers lanceurs d'alerte, ceux qui ont commencé un peu à avoir un discours différent, ils étaient inquiets là-dessus. Ils disaient attention aux informations qu'on va véhiculer, mais surtout à l'ambiance qu'il y a autour de tout ça. Et on voit bien qu'on est dans un climat de peur depuis 1 an. Donc, évidemment, aujourd'hui, les gens ne vont pas bien. Et pour cause, il y a des problèmes de santé mentale. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de dire, vu de ma fenêtre déjà, pour poser un petit peu.
Ouais, moi, j'ai envie, à la suite de ce que tu dis, Gwenaëlle, apporter un focus un peu plus particulier aussi sur les enfants en disant quelques mots. C'est vrai que, en tant que psychologue, dès le début de la pandémie, alors même si les premiers temps, hein, en mars 2020, on a tous découvert, on a tous été sous le choc, on a tous réagi à notre manière, hein, qu'on soit professionnel de la santé mentale ou autre, hein. Mais très vite, on a été inquiet. On a été inquiet pour les enfants au vu du climat de stress, hein, ambiant. Et surtout parce qu'on sait très bien, et ça, c'est pas lié à la pandémie, c'est le fonctionnement psychique d'un enfant. C'est qu'un enfant, quand il est soumis à une situation anxiogène, réagit la plupart du temps de manière différée. C'est la même chose, par exemple, quand il y a eu des séries d'attentats dans notre société. Les enfants n'ont pas été mal tout de suite, comme nous, hein, au même moment. Généralement, il y a plusieurs mois de décalage pour que les enfants manifestent des signes psychiques d'épuisement et de mal-être. C'est pour ça qu'on a aussi réagi vivement quand on a vu dans des coupures de presse ou dans des médias des professionnels disant que les enfants s'adaptaient très très bien, que c'était même beau de voir au début de la pandémie les enfants qui arboraient leur masque avec fierté parce qu'ils étaient heureux, hein, de participer à ce combat. Et qu'il n'y avait aucun problème pour eux au niveau du langage, au niveau de la compréhension des choses, avec cette interprétation à tort, hein, que les enfants s'adaptent bien. Alors bien sûr, on n'est pas là aujourd'hui pour faire peur, hein. L'objectif, c'est de donner des informations pour que les patients soient conscients de les parents soient conscients de ces phénomènes et puissent vraiment observer ce qui se passe chez leurs enfants. Mais ce qui se passe, et on y reviendra un peu plus tard, c'est que les enfants ont des capacités de suradaptation très, très importantes. Et là, on voit aujourd'hui, comme tu le décris très bien, Gwen, que les enfants vont mal, vont très mal, et réagissent de manière différée à ce qui nous a éprouvé il y a déjà plusieurs mois. Et du coup, ça me fait rebondir sur la nécessité de comprendre en fait les choses, hein, que ce soit en tant que parent, mais en tant qu'individu. Et c'est ce pourquoi on fait ce live ce soir, c'est qu'on va vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau psychologique, hein, de notre expertise de psychologue. Parce qu'une fois qu'on a compris, évidemment, on n'a pas tout résolu, hein, ça se saurait, mais en tout cas, ça diminue un peu le niveau de stress et ça nous permet surtout de récupérer notre capacité à penser. Hein, parce que le figement psychique, qui est donc l'incapacité à penser, il est souvent lié à un phénomène de choc, en fait. Hein, et le choc, c'est pas seulement avoir peur parce que quelqu'un nous a fait boum. Hein, voilà. C'est aussi le choc chronique. Et on est un peu en état de choc chronique depuis un an. Hein, qui aurait cru qu'un an plus tard, on en serait encore là. Donc, on va vous expliquer, en fait, différentes choses. Certaines sont peut-être connues, puis d'autres moins. Et puis, même celles qui sont connues, c'est quand même intéressant de revenir sur ce qui est vraiment en train de se jouer. Alors, moi, j'avais envie de vous expliquer ce qui se passe au niveau de la satisfaction de nos besoins primaires. Donc, les besoins primaires, c'est quoi? C'est lié à notre nature animale, hein, tout à fait biologique, d'être fait de différentes pulsions et de différentes émotions selon ce qui se passe autour de nous. Donc, bien sûr, on a plein de besoins primaires, mais depuis un an et surtout depuis quelques mois, parce que le stress est de plus en plus fort, il y a 3 besoins primaires qui sont mis à mal. Ce sont la sécurité, l'appartenance au groupe et la cohérence. Donc, je vais décrire un peu en quelques lignes ce que j'entends par là. Le besoin de sécurité, donc ça je pense que c'est assez évident, c'est d'abord, on n'a pas envie d'être malade, encore moins de mourir, on ne veut pas que ça arrive à nos proches, donc il y a une légitime préoccupation de ma sécurité physique. Et ça a été extrêmement fort, surtout au début, parce qu'on ne connaissait pas ce virus, il y a eu ce choc, donc ça, je pense que qui n'a pas vécu ça au début m'étonnerait qu'il y ait grand monde qui disent moi je ne l'ai pas vécu. Alors, moi j'ai vécu ça très fort, clairement les premières semaines. En plus je travaillais à l'hôpital, donc j'étais directement dedans. Donc il y a la sécurité pour ma santé physique, ma survie physique même, mais il n'y a pas que ça dans la sécurité. Il y a aussi la sécurité d'avoir de quoi manger, de quoi nourrir mes gamins, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de la chaleur l'hiver, etc. Donc ça c'est aussi des besoins primaires de sécurité.
Et ces besoins sont mis à mal, pas chez tout le monde. Hein. Il y en a qui ne sont pas atteints là-dessus, mais il y en a, et de plus en plus, hein, on pense surtout à nos amis restaurateurs, artistes, etc. Mais pas que, hein, c'est pas que cela. Il y a beaucoup de gens qui sont impactés économiquement, en fait. Et j'en parle d'autant mieux que c'est beaucoup de mes patients, moi, que je vois. Hein. Des gens qui, en fait, sont arrivés suite à une dépression, un passage à l'acte suicidaire, une anxiété telle qu'à un moment, ils arrivent, en fait, chez nous en psychiatrie. Et les histoires de ces personnes, alors, les histoires sont très différentes, mais il y a pas mal d'histoires qui sont autour de ça. Hein. Je ne sais pas comment je vais payer les traites de ma maison, mon gamin vient d'avoir son bac, je ne sais pas comment je vais lui payer des études secondaires, etc. Donc, il y a ces préoccupations aussi sur la sécurité matérielle. Après, vous avez le besoin d'appartenance au groupe. Ça, c'est très lié à ce qu'on appelle l'instinct grégaire aussi. C'est qu'on est fait pour être avec les autres. Ça, c'est ceux qui me connaissent reconnaîtront mon sujet fétiche qui est l'attachement. Hein. C'est vraiment lié à ce besoin biologique d'être en lien avec les autres. Sans ça, en fait, un être humain ne survit pas. Et ce besoin-là aussi est mis à mal. Et je trouve de plus en plus, avec le temps qui passe, et surtout dans certains milieux. Par exemple, moi qui travaille à l'hôpital, j'ai parfois des moments difficiles entre des convictions que j'ai, certaines analyses et des ressentis que j'ai, qui sont parfois assez minoritaires par rapport à ce que j'entends ou parfois que je sens en fait chez mes collègues. Et donc je peux me sentir, et ça m'arrive assez régulièrement selon les événements, différente de mon groupe, de collègues, de soignants. Et ça me fait vivre parfois des moments éprouvants. Parce que j'ai cette peur en fait du jugement hein, des soignants qui voient que mon avis n'est pas toujours celui de la majorité et moi j'ai peur d'être donc jugée, mais surtout derrière le jugement, ce qui fait le plus peur, c'est d'être exclue. Parce que ça vient toucher le besoin primaire d'être avec les autres. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et qui se trouve aussi dans les couples, dans les familles. Hein, on entend pas mal d'histoires aussi chez nos patients, de discussions très, très conflictuelles, hein, parfois même des ruptures de liens, hein, surtout dans des familles, par exemple avec ses parents, ses frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est le deuxième besoin qui est mis à mal et qui est très compliqué à gérer parfois, et j'en témoigne personnellement. Et le troisième besoin que je voulais aussi mentionner, c'est le besoin de cohérence et de sens. Ça, c'est lié à l'évolution de l'espèce humaine. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient tout de suite dans nos pensées quand on pense aux besoins primaires, mais désormais, ça l'est en fait. L'espèce humaine est à un point de son évolution qu'on a besoin maintenant, lié notamment au cortex préfrontal, de comprendre ce qu'on vit, de mettre du sens, hein, de structurer les choses, que quelque chose soit intelligible en fait pour notre système global, pas seulement pour notre cerveau, mais pour notre système aussi global, c'est-à-dire qu'il y a aussi une cohérence à un moment entre ce que je ressens dans mon cœur et ce que je comprends. Et c'est là où c'est très compliqué parce qu'on a beaucoup de messages paradoxaux depuis un an. Hein, on nous dit quelque chose et puis il y a quelque chose qui est dit à l'inverse 3 heures après, parfois par la même personne. Et puis il y a aussi ce qu'on sent de ce qui est juste. Par exemple, pour moi, c'est juste de ne pas mettre de masque à l'extérieur. Je ne comprends pas en fait. Il y a quelque chose dans mon ressenti, je ne comprends pas je vois pas. Mais j'entends d'autres messages, il faut les mettre. Donc, vous voyez, ça, c'est ça aussi, c'est cette difficulté de cohérence interne. Et c'est ça qui amène, je pense, un certain nombre de personnes à chercher par eux-mêmes certaines informations, hein, c'est la recherche de vérité, pour retrouver une cohérence. Hein, moi, du coup, je me suis intéressée. Est-ce qu'il y a une étude qui dit que le masque à l'extérieur, ça a un intérêt? Je me suis renseignée, aucune. Voilà, donc vous voyez, là, à un moment, je retrouve ma cohérence entre mon cœur qui me dit hein, et parce que j'ai cherché mon cerveau qui dit mais tu as raison de sentir ça, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, donc je vais laisser la parole à Johanna, mais pour expliquer comment ces 3 besoins-là sont mis à mal à différents niveaux chez chacun, et aussi comment des fois ça lutte entre eux. On peut avoir par exemple un besoin d'appartenance groupale, moi par exemple avec mes pairs soignants, et en même temps mon besoin de cohérence qui m'emmène dans un autre endroit.
Ouais, tout à fait. Moi, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu dis, évidemment, au niveau de la cohérence. Je crois aussi que, enfin, moi, ce que je me faisais comme remarque, c'est qu'on est quand même issu d'une société où on nous a appris à obéir et à respecter le cadre, hein, quand on nous le disait. Je pense à tous ces enfants, ou même nous, hein, quand on était enfant, où on avait besoin de comprendre pourquoi il y a telle règle à la maison et pourquoi, voilà, les fameux pourquoi des enfants, hein, qui sont essentiels pour qu'ils se construisent, hein, leur propre capacité de penser, etc. Et c'est vrai que dans notre société, on vient aussi quand même d'éducation où on nous a surtout mentionné si c'est comme ça, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, si c'est comme ça, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Moi, j'ai beaucoup oscillé aussi, hein, l'année dernière entre le mois de mars et juin. Et d'ailleurs, toutes les deux, hein, on en parlait, on n'avait pas forcément le même point de vue. Et je me disais, bon sang, mais si Gwenaëlle pense ça, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Mais en même temps, si j'entends ça, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons. Et du coup, j'étais bien perdue. Donc, il y a eu vraiment des moments de flottement. Aujourd'hui, bon, comme toi, hein, on s'est beaucoup renseigné, on participe à beaucoup de collectifs parce qu'il existe énormément de collectifs. Et je crois que dans toute cette histoire, hein, aussi éprouvante soit-elle, je trouve que ça nous permet vraiment de rencontrer des belles personnes qui ont des centres d'intérêt, des croyances, des convictions, des valeurs communes. Et même si aujourd'hui c'est ébranlé parce qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose de commun pour le moment, je trouve en tout cas qu'il y a des belles personnalités qu'on est amené à rencontrer. Et ça, ça me remplit beaucoup. Et ça me pousse à continuer à faire ces lives, à écrire, etc. et à partager. C'est vrai que moi, j'ai envie peut-être de vous donner juste quelques informations parce que bon, je les ai déjà beaucoup plus explicitées dans le détail dans d'autres vidéos, mais quand même quelques rappels sur le processus du stress, hein. Tu disais, hein, Gwenaëlle, que tout à l'heure, il y avait plein d'émotions qu'on était en train de vivre depuis longtemps. Et en fait, dans toutes les émotions, il y a une part de stress, hein. Donc, biologiquement, nous sommes câblés, hein, au niveau de notre cerveau pour réagir et nous adapter au stress. Typiquement, quand vous avez une situation qui arrive soudainement, à laquelle vous n'êtes pas préparé, à laquelle vous n'aviez peut-être même pas pensé un jour vivre, vous allez avoir toute une série de réactions biologiques, hein, dans votre système nerveux, dans votre cerveau, qui vont se mettre en place pour la bonne raison de vous protéger et de vous permettre de vous adapter au stress. Parmi les plus courantes, on a le système d'action qui est le combat ou la fuite. Hein, donc ça, on l'a vu, hein, chez beaucoup d'entre nous en mars-avril de l'année dernière, à l'annonce du premier confinement, aux premières annonces, on a vu des personnes qui ont été plutôt en mode combat, hein, c'est-à-dire, allez, on va s'organiser, on va gérer l'école à la maison, on va gérer le télétravail, on se met en action pour faire face à ce stress et cette situation inédite. Et on a aussi observé des gens qui adoptaient plus le système de fuite, hein, d'évitement, c'est-à-dire je mets un peu des œillères, je n'ai pas trop envie d'y croire, je n'ai pas trop envie d'en parler, ou je m'isole, mais parce que ce stress est trop éprouvant. Ces deux réactions au stress, que ce soit le combat ou l'évitement, ce sont des réactions biologiques normaux. C'est comme ça qu'on s'adapte à ces situations anormales et que du coup, on les dépasse généralement. Le problème, c'est que quand une telle situation devient chronique, c'est-à-dire que cette situation de stress dure dans le temps, et là, on est dans une situation chronique, ça fait plus d'1 an que ça dure, nous ne sommes pas biologiquement équipés pour supporter un stress aussi long. Donc finalement, notre cerveau et notre corps va s'épuiser petit à petit et nos fameuses réactions de combat ou de fuite ne vont plus trop être efficaces. Et c'est là où on voit de plus en plus de gens, que ce soit dans nos métiers, mais aussi dans nos entourages, des gens qui sont complètement sidérés, complètement comme à l'arrêt physique, hein, au niveau comportemental, c'est-à-dire je n'arrive plus à réagir, j'arrive plus j'ai du mal à me lever le matin, j'ai du mal à trouver du sens, j'ai du mal à savoir pourquoi je fais telle ou telle chose, mais aussi un arrêt au niveau de la pensée. Je ne sais plus quoi penser, je ne sais même plus quoi dire, et je suis un peu comme un robot, un peu comme un automate qui avance malgré tout,
mais en ayant cette perte de sens et cet arrêt au niveau de ce ralentissement en tout cas majeur au niveau du système nerveux. Et c'est vrai que pour supporter ce stress chronique, au-delà de cet effet de sidération du corps, eh ben, il y a un autre phénomène psychique cette fois-ci qui s'appelle la dissociation. Et la dissociation, c'est vraiment le mécanisme qui nous permet de survivre au niveau de notre esprit, de notre psychisme, et qui nous permet de continuer à avancer, mais en étant avec ce sentiment un peu que c'est irréel, que c'est un peu un cauchemar, on va bientôt se réveiller, et puis c'est bientôt fini, hein, le 11 mai, notre président parle, ils vont réouvrir les bars, les musées et tout, voilà, ça sera qu'un mauvais souvenir. Et ce phénomène de dissociation, aujourd'hui, moi, je le remarque chez beaucoup de personnes que j'accompagne en cabinet privé. Et moi, comme toi, enfin, contrairement à toi, Gonel, je ne suis pas dans le milieu de la psychiatrie, je suis dans un milieu libéral, hein, en cabinet de ville. Et c'est vrai que, donc, j'imagine que toi, c'est encore plus majoré en psychiatrie, mais je vois beaucoup, moi, des gens que j'accompagne qui sont dans un état de dissociation, mais qui est tout à fait normal. Et donc, on en parle, on essaye de remettre du sens, de la compréhension pour justement aider chacune à sortir de cet état-là, à retrouver contact avec des sources de satisfaction, du plaisir à minima, même si on en est beaucoup privé, et de mettre du sens en partageant, hein, en retrouvant du lien à l'autre. On est des êtres sociaux, c'est pour ça que c'est un non-sens absolu d'être confiné et d'être privé du lien social, parce que c'est ça qui nous tue, hein, progressivement. Voilà, donc au niveau des mécanismes physiologiques et psychologiques du stress, c'était important pour moi de remettre un peu du sens en expliquant au plus grand nombre que si vous vous sentez dans ces états un peu étranges et c'est pas vous vous reconnaissez pas trop dans votre manière d'être ou d'agir, c'est des réactions biologiques tout à fait normales parce que nous vivons tous une situation qui n'est pas normale, qui n'a pas de sens. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et peut-être une dernière chose pour finir sur le parallèle que je fais aussi avec les gens que j'accompagne. Moi, j'accompagne souvent des personnes qui ont des prises de conscience, hein, dans leur travail thérapeutique, sur prendre par exemple conscience que quand on était plus jeune, telle personne qui était censée nous protéger, nous finalement, c'est pas très bien comporté avec nous, nous a fait du mal, nous a pas si tant protégé que ça. Je pense bien sûr aux situations d'inceste, hein, malheureusement, qui murent les familles dans un silence et les personnes victimes et les enfants dans un silence très long, avec une sensation, un sentiment que c'est inimaginable que quelqu'un qui est censé nous prendre soin de nous fasse du mal. Et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de retours que j'ai, de discussions que j'ai avec les gens que j'accompagne, mais aussi avec des personnes de mon entourage, c'est que c'est inimaginable de penser qu'on puisse nous maintenir dans cette situation pour d'autres intérêts que notre santé. Les fameuses pensées, les fameuses questions de mais pourquoi ils feraient ça? Quel est l'intérêt de maintenir une population, de confiner une population saine et de la rendre malade? Quel est leur intérêt en fait? Et de la même manière, c'est très dur, c'est douloureux en fait. C'est de pouvoir s'imaginer que peut-être ce qui dirige la société, c'est pas tant des enjeux humains que d'autres enjeux financiers ou autres. Et une chose importante pour terminer, c'est que moi, je suis convaincue, comme beaucoup de personnes, j'ai entendu ça dans beaucoup de témoignages de médecins, d'anthropologues, de sociologues, je partage vraiment sur le fait que la profonde conviction que la plupart des personnes n'ont pas de mauvaises intentions, mais peuvent parfois à des moments être embarquées dans un espèce de rouleau compresseur, hein, une société de rouleau compresseur avec des enjeux qui sont tout autres. Moi, je pense notamment aux enseignants. Exactement. Les enseignants qui sont... qui n'ont pas d'autre choix que d'appliquer des protocoles qui en plus changent tout le temps. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour les enseignants, puisqu'ils doivent aussi, eux, s'adapter, se suradapter tout le temps. Mais pour discuter avec quelques-uns d'entre eux, je pense qu'il y en a beaucoup qui en pensent pas moins. Hein. Mais que dire quand
quant à ce fameux devoir de réserve qui emprisonne en fait les fonctionnaires. Donc là, on parle des enseignants, mais pas que. Moi, dans mon milieu, j'ai ce devoir de réserve. Normalement, je ne suis pas sûre que j'ai le droit de m'exprimer comme ça sur YouTube en disant que je travaille en psychiatrie au CHU et de donner mon point de vue parce que voilà, je suis censée appliquer ce qu'on me dit. Comme les policiers aussi. Tout ça, c'est des professions qui, je pense, sont encore plus mises à mal au niveau psychologique, puisqu'ils sont contraints. Alors, peut-être pas tous, il y en a peut-être qui sont tout à fait rassurés par tout ça et qui croient le narratif officiel et qui n'ont pas forcément d'état d'âme ou de perturbation émotionnelle. Mais je crois que c'est une minorité. Je pense qu'il y a quand même une bonne partie, et cette partie grandit, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part, qui s'interroge de manière très légitime sur le bien fondé de tous ces protocoles qui doivent appliquer pour les enseignants auprès des mômes avec qui maintenant ils passent depuis 9 mois leur journée masquée, notamment. Mais il n'y a pas que... Ouais. Après, par rapport à cette question-là, je pense que doit primer systématiquement, et je pense pour toutes les professions, la fameuse règle qui s'impose à tout citoyen que nous sommes, qui est que si on est témoin d'une situation qui porte atteinte à une personne vulnérable ou à un mineur et qui nous empêche de faire correctement notre travail, nous avons la possibilité de la nommer, en fait, toujours dans la bienveillance, sans être dans l'agressivité, etc. Mais je pense vraiment, et j'ai eu la confirmation par un juriste lors d'un séminaire qu'on faisait, que même s'il y a effectivement chez les fonctionnaires un devoir de réserve qui est inhérent à leur profession, à partir du moment où des protocoles ou des choses mettent à mal, par exemple, un enseignant de CP, comment veux-tu qu'il apprenne la lecture à des enfants s'il y a un masque, ça entrave la transmission. À partir de ce moment-là, c'est tout à fait légitime, même pour les enseignants, même pour les fonctionnaires, de pouvoir dire à leur hiérarchie que là, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, je vous alerte sur le fait que tel protocole m'empêche de faire correctement mon travail. Et je crois que ça, c'est important aussi de le dire, parce qu'il y a aussi une peur que même ces choses qui semblent si évidentes puissent se nommer, en fait. Et ça, je pense que c'est en termes de responsabilité individuelle, c'est la responsabilité que nous avons tous dans nos métiers. Voilà. Absolument. Et je pense aussi, en termes de responsabilité, à ces courageux médecins qui peuvent perdre leur autorisation quand même de pratiquer la médecine en donnant, par exemple, des traitements qui ne sont pas officiellement autorisés pour traiter la Covid. Je pense aussi à ces soignants institutionnels, avant je parlais plutôt des médecins de ville, mais ces soignants en institution, en hôpitaux, qui dénoncent les choses, comme on parlait du docteur Patrick Pelou. L'urgentiste qui est assez médiatique en fait, docteur Pelou, je pense que beaucoup le connaissent parce qu'il c'est souvent quelqu'un qui prend la parole quand il y a des enjeux dans l'hôpital. Voilà, et ce médecin qu'on a vu sur les plateaux il n'y a pas si longtemps, qui a montré sa colère très, très authentique en fait. On sent aussi, moi j'ai aussi envie de dire, écoutez vos tripes en fait, quand vous entendez quelqu'un parler, comment ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que ça sonne vrai? Est-ce que ça sonne faux? Bon, Patrick Pelou, vous pouvez retrouver facilement sur YouTube son passage, il a dit avec une grande colère sincère, il a dénoncé ce qu'il appelle lui des mensonges d'État, puisque l'hôpital va mal depuis très longtemps, et on utilise des faits, en fait, comme les saturations de certains services tous les ans, en fait, pour faire passer des mesures qui sont tout à fait questionnables. Donc, vous avez des médecins comme ça, que ce soit des médecins de ville qui vont au-delà de ce que leur demande l'ordre des médecins et qui prennent des risques, donc bravo à eux. Et puis, vous avez aussi des hospitaliers, bravo à eux, on connaît aussi des grandes têtes, comme le professeur Perron, par exemple. Et ça, c'est du courage. Alors, peut-être qu'on peut parler du courage. En tout cas, j'ai envie de parler un peu de cette valeur qu'est le courage, ou cette qualité. C'est pas facile. Moi, j'ai commencé à parler peu à peu de ce que je sentais, ce que je
je pensais, pour moi c'est vraiment une connexion cœur et cerveau, c'est comme ça que j'essaie de cheminer moi depuis un an. J'ai commencé à partager un petit peu ce que j'avais en moi il y a quelques temps, mais ça m'a été difficile, parce qu'à nouveau avec cette peur du jugement, cette peur d'être exclu, de l'ostracisme, etc. Et puis les étiquettes, Gwenaëlle, pardon, je te coupe, ça me fait pas. Les étiquettes aussi, mais qui sont beaucoup colportées par les médias. C'est-à-dire qu'il y a les pour, il y a les contre, il y a les pros, il y a les anti. Et ça c'est éprouvant en fait quand simplement parce que tu questionnes quelque chose, tu es mis dans une case. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que d'être mis dans une case en tant qu'être humain en fait. Il y a plus de nuances, il y a plus de vie, il y a plus de rien qui peut se passer dans ces moments-là. Et puis ça fige, à nouveau ça fige, dans une peur, oula, mais si m'étiquette ainsi, mais moi je veux pas perdre leur amitié, leur amour, la confiance. Donc ça, il y aurait beaucoup à dire sur comment les médias et selon moi les politiques qui sont derrière détournent l'attention en pointant certaines personnes, la fameuse étiquette de complotiste dont on entend beaucoup parler. Ça, c'est une manière probablement bien connue des spécialistes de la manipulation mentale, que je ne suis pas. Moi, je suis psychologue spécialiste d'autres choses, mais ça, c'est quand même quelque chose qui est assez clair. Comment on va détourner l'attention de ce qui est les vrais sujets. Le vrai sujet, c'est d'abord le virus. Ce virus existe. Moi, j'ai eu des chiffres en tant que soignante et j'en ai encore de moins en moins d'ailleurs, des tableaux de bord. Donc, il y a une réalité, évidemment, mais bien sûr. Surtout pas négationniste, il y a ce virus qui est là, mais il y a aussi surtout les conséquences du virus, en fait. Ça, c'est les vrais sujets. Quelles sont les conséquences? La fameuse balance bénéfice-risque dont on commence enfin un peu à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des tels dommages, notamment psychologiques, qu'à un moment, ça devient tellement évident. Mais ça a été dit déjà il y a tellement longtemps. Attention à la balance bénéfice-risque. Oui, occupons-nous de cette maladie, occupons-nous de ce virus qu'on ne connaît pas, mais pas à n'importe quel prix, parce que derrière, il y aura des dommages collatéraux. Bim, un an après, il y a des problèmes de santé mentale, sans blague, évidemment. Oui. C'est sûr, mais après, on en parlait un peu sur la responsabilité des médias à sensation, et on sait bien que plus les médias figent, sidèrent, plus ils vont vendre aussi, plus les gens vont écouter, parce que justement, notre cerveau, il est complètement happé. On parle d'un phénomène de fascination quand il y a des traumas, quand il y a des chocs. On a tous, par exemple, certainement été happés par les images du World Trade Center, des attentats, avec ce phénomène de « mais j'ai pas envie de regarder, mais pourtant je regarde ». Et les médias savent très bien que pour qu'ils attirent l'attention, ils ont besoin de choquer, ils ont besoin de montrer des images, ils ont besoin de dire toujours la même chose. Pour moi, je prends souvent dans mes formations sur le psychotraumatisme l'image que BFM TV, ça reproduit vraiment ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est traumatisé. Il y a toujours les mêmes trucs qui tournent en boucle, toujours les mêmes messages, et il y a un phénomène de fascination. Donc, c'est sûr que pour vendre des papiers, pour avoir de l'audience, il faut choquer. Et ça, c'est scandaleux au niveau du bien-être psychologique des gens. Et je pense que c'est important qu'on soit au courant et qu'on fasse attention au phénomène de fascination, qu'on puisse avoir cette conscience-là et qu'on puisse aller peut-être voir d'autres sources d'informations, d'aller à la recherche d'autres informations. Absolument. Oui, parce que la télé, ça c'est quand même bien connu maintenant, a cette force de fascination par la force des images. Et on a tous vu ces cartes de France avec ces couleurs, vert, orange, rouge, et puis comment, en fait, plus les semaines, les mois passaient, plus il y avait de rouge, mais aussi il fallait regarder les petites lignes. De quel rouge parle-t-on? Quels sont les critères qui ont été utilisés? Donc là-dessus, je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de gens qui se sont vraiment intéressés aux légendes sous ces fameuses cartes. Parce que qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est les couleurs, c'est les mots, c'est les flashs, c'est les petites bandes qu'il y a en dessous, à la télé, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut calmer notre stress pour redescendre, déjà, ça c'est la première chose. Du coup, récupérer notre cerveau et aller voir les petites lignes. Aller voir, en fait, mais en fait, cette histoire de masque, par exemple, ou les tests, par exemple, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on pense, en fait, les scientifiques? Et moi, je suis psychologue, je suis pas scientifique au sens classique du terme, mais j'ai un attrait vraiment pour la vérité, vraiment. C'est important pour moi de
comprendre ce qui m'arrive intérieurement, c'est pour ça que j'ai fait psychologie, mais aussi ce qui se passe en réalité. Donc, ça, c'est un travail de réinformation, mais qui est coûteux. Qui est coûteux d'abord en termes de temps, parce qu'on a tous, la plupart d'entre nous, même en temps de confinement, pseudo-confinement, beaucoup de choses à faire. Donc, il faut trouver le temps, surtout si on bosse, on a des enfants, c'est blablabla. Mais c'est aussi coûteux en termes de choc psychologique que ça peut amener. Et du coup, j'ai envie de vous parler de ça, et ça va relier aussi à la notion de courage que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est que pour commencer à aller regarder autre chose que les médias les plus faciles à attraper, en allumant notre télé, en regardant le Progrès le matin, moi qui à Saint-Étienne, ou d'autres médias comme ça, immédiats et mainstream. Pour commencer à regarder autre chose que ça, eh ben, il va falloir être prêt à lire, en fait, à découvrir des choses, à voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et ça rejoint un phénomène en psychologie qui est bien connu, qui est lié au deuil, en fait, et à la courbe d'acceptation du changement. Parce que le deuil, perdre quelqu'un, c'est un changement. La personne était là, c'était parfois quelqu'un de très proche, elle décède, elle n'est plus là, il va falloir que je vive ce changement. Et donc, en psychologie, on a étudié ça depuis très longtemps. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand je perds quelqu'un? Quelles sont les différentes étapes que je traverse? Donc, je vais vous partager en fait une image, parce que on parlait de l'intérêt des images. Donc, vous voyez, Kubler-Ross, c'est une spécialiste du deuil. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous, pour beaucoup d'entre nous, depuis 1 an? Au début, on a tous vécu le choc. À moins de vivre dans une grotte perdue au fond du Larzac, je pense qu'on a tous été choqués à différents niveaux, bien sûr, mais il y a eu tous ce moment de choc qui a duré plus ou moins longtemps, selon là aussi nos capacités nos psychiques et externes, en fait. Et moi, ça, j'ai vu beaucoup de différences chez mes patients dans leur manière de réagir. Après, naturellement, il y a la phase de déni. Tous, quand par exemple, je reviens à la comparaison avec la perte de quelqu'un, il y a le choc et après, on est dans une forme de sidération, dont a parlé Johanna, qu'on appelle aussi le déni plus couramment, qui est ce qui vient d'arriver n'est pas vrai, c'est pas possible. La personne n'est pas morte. Je vais me réveiller, ce sera juste un vrai cauchemar et elle sera là en fait. Donc ça, c'est la phase de déni qui a duré et qui dure peut-être encore, je crois, chez certaines personnes en lien avec la dissociation. C'est pas possible. Alors, je pense que le déni sur l'existence du virus, ça, je pense que tout le monde l'a dépassé largement. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de déni sur les mécanismes sous-jacents, en fait, notamment politico, médiatiques, financiers. Quand on commence à aller regarder d'autres sources d'informations, moi, je l'ai vécu très fort, et il y en a aussi, si on parlait, vient forcément l'émotion suivante qui est la colère. Parce qu'on commence à découvrir, quand on s'informe vraiment, qu'il y a beaucoup de choses qui sont au mieux déformées, au pire mensongères, dans le discours, le narratif officiel. Donc, je ne suis pas là pour donner des faits exacts. Moi, je suis là pour expliquer la psychologie, mais on va vous donner des liens, des sources de l'information, et vous irez voir. Il y a beaucoup de sujets, que ce soit les masques, le confinement, le traitement précoce, la fiabilité des tests PCR, le vaccin, etc. Donc, quand on commence à regarder et qu'on se rend compte qu'il y a une disparité entre ce qu'on nous dit officiellement et ce qu'on commence à découvrir en voyant d'autres sources d'infos, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, on passe par la négociation. La négociation, c'est on va faire des allers-retours, en fait. On va retourner au déni et puis on va être en colère. On peut être choqué à nouveau. Enfin, on va essayer de négocier à l'intérieur de soi avec toutes nos émotions pour essayer de faire face. Parce que la colère, ça prend énormément d'énergie. C'est très mauvais pour le corps aussi, la colère, quand elle dure trop longtemps. Il y a colère saine et colère toxique. Et puis, à un moment, vous allez aller vers le fond de la cube, là, vous voyez, le fond de la courbe, qui est explicité là par le mot dépression. La dépression, c'est quand on commence à se dire « merde, en fait, ce qui se passe, c'est grave ». Il y a des vraies conséquences, il y a des conséquences sur les gens autour de moi. Moi, je le vois forcément par mon métier.
Et puis, il y a aussi des conséquences sur quel va être notre avenir, quoi. Comment est-ce qu'on va sortir de ça? Si ce que je lis est vrai ou même partiellement vrai, ça veut dire quand même qu'on nous manipule. Donc, vous avez un moment de dépression, hein, de choc, beaucoup dépressogène, c'est-à-dire c'est tellement dur ce que je commence à comprendre que je peux perdre, par exemple, espoir. Hein, espoir dans l'humanité, espoir dans ceux qui nous dirigent, mais espoir aussi en moi, dans mon propre avenir, etc. C'est le passage du fond de la cuve qui est si douloureux. Hein, et quand on perd quelqu'un, bah, c'est évidemment la tristesse, c'est le manque, hein, pour faire toujours cette analogie. Et puis peu à peu, et c'est là où je veux aussi en venir, c'est qu'on va remonter. On va remonter la pente vers l'acceptation. Et ça, c'est à nouveau, c'est très variable selon les gens et c'est pas linéaire. Hein. Moi, j'ai fait ce yo-yo là au fond de la cuve, vous imaginez, comme une petite voiture qui viendrait d'avant en arrière. J'ai fait ce yo-yo au fond de la cuve pendant pas mal de semaines et je le fais encore. Hein, des moments où je suis encore vraiment inquiète, un peu déprimée, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas inquiète. Et puis d'autres moments où j'accepte et puis je me sens propulsée vers le haut de la courbe qui nous amène plus vers l'agir. Hein, l'expérimentation, la décision et peu à peu vers l'intégration. Bon, là, on n'y est pas encore. Hein. Mais expérimentation, décision, c'est le pouvoir de l'agir. Moi, ça m'a beaucoup aidé, par exemple, de rencontrer des collègues à travers les collectifs, hein, comme les copines que je salue de Conscience, Santé, Liberté, et puis des collectifs de parents aussi, pour être ensemble et d'agir. Même si agir, c'est peut-être juste être ensemble, en fait, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Et puis ça peut être plus, ça peut être essayer de réinformer, essayer de passer des messages, ou plus encore. Et peu à peu, on va remonter, hein, avec ces yo-yo-là. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Hein. Ouais. Effectivement, hein, je pense qu'on passe tous, on peut tous faire notre petit autodiagnostic sur où est-ce qu'on en est dans cette courbe. Je crois que, enfin, moi je partage, hein, je fais encore le yo-yo, même si j'ai l'impression que ça s'apaise. J'ai un sentiment d'accéder à beaucoup plus de calme en fait intérieur. Je suis moins virulente quand j'essaye de poser mes opinions. Je suis plus dans le calme et surtout dans. Je crois que là où avant j'avais tendance à être en colère, peut-être contre ceux qui réagissaient peu ou pas ou qui pensaient, enfin, voilà. Et donc c'était des réactions biologiques, hein, d'adaptation. J'essayais de faire comme je pouvais. Là aujourd'hui, j'ai vraiment effectivement plus de compassion et d'empathie pour la société, pour notre société, pour ce qu'on vit. Et parce que je sais que ça prend du temps, parce qu'on sait par nos métiers qu'accompagner quelqu'un qui est dans une réalisation de quelque chose de douloureux qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécu, ça demande du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes sur le bout d'un trottoir, ça demande de se poser, de prendre du temps, de pouvoir nommer les choses, d'être écouté, d'être entendu. Et je sais que, voilà, c'est ça, hein, il y a vraiment un temps long. Et c'est pour ça que cette situation, elle est éprouvante parce qu'elle nous fait vivre, hein, ce temps qui s'étend, en fait, hein, de cette manière-là. Oui, tout à fait. Juste, je t'interromps pour dire à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous envoyer des remarques. Ouais. Ce n'est pas forcément des questions, c'est dites-nous aussi, vous vivez quoi. Hein, que vous soyez soignante comme nous ou je ne sais quelle autre profession, ou maman, ou papa, enseignant. Moi, voilà, j'aimerais bien aussi entendre des enseignants. Et ouais. Il y a Catherine, hein, dans le chat, donc Catherine qui est membre de notre collectif, qui est infirmière. Bonjour Catherine, qui nous dit qu'aujourd'hui le Dauphiné titrait 100 000 morts. C'est vrai que c'était le chiffre du jour. Hein. Je crois qu'il y a la semaine dernière, c'était 4 000 morts par jour au Brésil. Aujourd'hui, c'est 100 000 morts en France. Hein. On a des chiffres comme ça qui, paf, arrêt sur image et sidération. Donc, pourquoi, dans quel but, Catherine, tu demandes? Dans ce que je disais tout à l'heure, hein, pour moi, le but est de figer comme ça, de sidérer, pour bloquer nos capacités à penser. En fait, si vous voulez, il faut bien avoir conscience que quand on est… En fait, on a tous les ingrédients pour devenir… des espèces de robots qui avancent sans pouvoir réfléchir, mais ce n'est pas de notre faute, c'est le système dans lequel on évolue qui
qui génère ça. C'est-à-dire que quand on est isolé, donc privé du lien social, privé de pouvoir communiquer, d'entendre des feedbacks, des retours, quand on est privé de nos sources de satisfaction, de me faire du bien, hein, parce que tout simplement, quand je me fais du Ah, bien, tu passes en mode Robocop. quand je vais faire du Ah, sport, non, quand je t'as perdu danse, un quand je petit peu. chante, j'ai vu qu'il a... Ah, je passe au mode Robocop. Je pense qu'il faut C'est que tu revenu? réexpliques un petit peu. Parce que D'accord. les dernières Oui, phrases n'ont pas été entendues, je crois. d'accord, merci. Donc, je disais il faut bien se rendre compte que tous les ingrédients sont faits pour nous faire bugger, hein, et pour finalement faire en sorte qu'on agisse, hein, de manière automatique. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent bon, maintenant, moi, je ne veux plus rien entendre, je coupe toute la télé, médias, je ne veux plus rien entendre. J'ai pas envie, mais qu'on me vaccine et qu'on revienne au monde d'avant et qu'on retrouve notre liberté. Donc, en fait, il y a une sorte de soumission, hein, les gens abdiquent parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Moi, j'ai bossé 10 ans en protection de l'enfance et nombre de fois où j'ai entendu les enfants qui me racontaient des choses en disant de toute façon, je savais très bien que ça allait tomber. Bon, bah, je faisais le dos rond, j'attendais que ça passe et puis après, on pouvait passer à autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est des mécanismes qui sont bien connus dans le monde de la maltraitance et que du coup, on nous fait vivre aujourd'hui. Et moi, ça me rend révoltée en fait à l'intérieur de moi de voir que les gens sont isolés, privés de leur source de satisfaction déjà relationnelle, alors qu'on est des êtres sociaux. C'est la première fois dans le monde qu'on confine une population saine et on l'empêche de se côtoyer. Privés de nos sources de satisfaction, on ne peut plus aller faire du sport, on ne peut plus aller en vacances, on peut plus danser. J'ai vu que la musique était visiblement interdite maintenant dans les rassemblements parce qu'il y a des flash mobs et tout ça de gens qui ont envie de reprendre vie et ça, c'est interdit. Parce que tout simplement, hein, il faut juste savoir que quand on prend du bon temps, quand on a des moments de plaisir, ça génère une hormone qui s'appelle l'ocytocine et d'autres, hein. Mais l'ocytocine, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'amour. Et l'ocytocine, plus on en a, plus ça fait baisser l'hormone de stress, hein. C'est un peu comme, voilà, c'est un ascenseur. En fait, on ne peut pas avoir et du stress et de l'hormone de plaisir. En fait, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, vous imaginez bien, c'est que si on nous fait diminuer nos sources de satisfaction, et ben notre stress, il est au taquet, en fait. C'est pour ça que c'est ultra important, même dans le contexte actuel, de pouvoir accéder à minima à des sources de satisfaction. Et ça, c'est fondamental. Donc voilà, je disais les ingrédients, hein, l'isolement, le fait de se priver de sources de satisfaction, d'avoir des chiffres comme ça, hein, flash, qui nous sidèrent, hein, un peu comme une biche, vous savez, dans les phares d'une voiture, hein, elle est complètement sidérée, la biche, eh ben, il peut lui arriver malheur. Et donc ça, c'est vraiment les ingrédients pour générer du psychotraumatisme. Hein, et moi qui suis vraiment, c'est mon cheval de bataille, hein, le psychotrauma, on a les ingrédients, là on est en train de maltraiter une population et ça et en ça on réagit en tant que psychologue. Ouais, et puis tu parles des milieux incestueux, mais il y a aussi quelque chose qui se passe en ce moment et je suis pas sûre que tant de gens le savent, qui se rapproche de ce qu'on peut vivre quand on vit dans une famille avec de la maltraitance et en particulier de l'inceste, c'est que on ne peut plus s'exprimer. Quand on vit avec quelqu'un qui est notre propre parent qui abuse de nous, hein, il y a des mécanismes, voilà, on n'expliquera pas en détail aujourd'hui, mais qui empêchent la parole en fait de s'exprimer, qui sont liés à la dissociation dans les grandes lignes, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on a peur. Il y a cette fameuse histoire de devoir de réserve, mais il y a plus grave encore, et ça c'est vraiment grave, je pense, pour l'avenir de notre société. Parce que aussi, on a, chaque mois qui passe, un discours qui est de plus en plus monolithique, avec une censure claire de ce qui ne va pas dans le sens de la doxa gouvernementale. Et alors ça, moi, franchement, on m'aurait dit ça il y a un an, je n'y aurais pas cru. Si on m'avait dit que mon compte Facebook serait bloqué parce que j'avais posté deux, trois messages qui sont quand même, qui étaient très, très soft, mais j'aurais vraiment pas cru ça parce que ça, je pense que j'avais un côté encore très naïf il y a un an. Je crois que j'ai
beaucoup mûri en un an, comme beaucoup de gens avec qui je dialogue autour de tout ça. Mais il y a un an, je n'aurais pas cru à ce fascisme numérique, hein, je pèse beau, qui pèse aujourd'hui sur la toile. Mais ça, je pense que quand on n'est pas dans des réseaux sociaux avec des personnes qui s'informent autour de d'autres, qui s'informent autrement et qui partagent des choses, je crois qu'on ne s'en rend pas compte en fait. Moi, j'ai commencé à expliquer ça à mes collègues à l'hôpital, à travers à la pause déjeuner, et beaucoup étaient étonnés d'apprendre que on peut pas, en France, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, clairement. Hein. Vous avez des comptes YouTube qui sont censurés parfois une semaine, mais parfois définitivement, donc en fait détruits, tous les jours, hein, de lanceurs d'alerte, de personnes qui ont d'autres points de vue. Par exemple, cette vidéo, peut-être qu'elle sera censurée. Hein, peut-être qu'elle n'existera pas dans quelques jours, c'est possible. Si c'est ça, ça convaincra aussi certains qui ont du mal à entendre ça. On en refera. Et on en refera. On en refera, c'est pas grave. Mais effectivement, tant qu'on n'y a pas été confronté, moi aussi j'ai été hallucinée quand on a supprimé une vidéo que j'avais faite au début du confinement. Je faisais des petites vidéos pour les parents, pour donner mon point de vue et surtout pour aider les enfants à mieux vivre et tout ça. Ben voilà, c'était une vidéo qui parlait de la situation sanitaire et qui a été supprimée. Pourtant, il ne me semble pas être une terroriste en puissance et je donnais juste des principes de bonne intelligence, il me semble. Hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sidérant. Et c'est vrai que même cette espèce enfin, sans être, bien sûr, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas, je ne vais pas me positionner évidemment sur le vaccin, mais je trouve que laisser penser qu'il y a une seule porte de sortie, moi, ça me met la puce à l'oreille, en fait. C'est vrai qu'en fait, l'analogie que je faisais par rapport à nos métiers, c'est un peu comme si on nous disait, bon, écoutez, à partir du 1er mai 2021, la psychothérapie est interdite. Vous n'avez plus le droit d'exercer la psychothérapie. Tous les gens que vous voyez, on les met sous Prozac. Alors, ça ferait beaucoup de bien au labo. Déjà qu'on est un pays qui consomme beaucoup. Mais tu te rends compte si on nous disait ça? Et en fait, j'ai l'impression qu'avec cette histoire de vaccin, c'est un peu la même chose. C'est qu'on a interdit des choses qui existaient en interdisant les médecins d'utiliser peut-être ces choses qu'ils auraient jugées utiles. Voilà. Mais par contre, ça, c'est l'unique porte de sortie. Et c'est vrai qu'en faisant cette analogie par rapport à nos métiers, moi, je serais révoltée de dire, mais attendez, il y a d'autres moyens de s'en sortir. On peut aller rencontrer quelqu'un, on peut faire une psychothérapie, on peut apprendre à prendre soin de soi différemment qu'en ayant recours aux médicaments. J'ai rien contre les antidépresseurs ou le Prozac, hein, je pense que c'est très adapté pour certaines personnes, pour certaines pathologies, pour certaines situations, mais pas pour tout le monde en fait. Et c'est vrai que quand on est comme ça un peu embarqué dans une espèce de discours monolithique. De discours monolithique où en fait on n'a même plus le droit d'avoir le choix de ce qui pourrait nous convenir ou de ce qui pourrait convenir à nos patients. Moi, ça fait des énormes warnings en fait dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas quoi. Et effectivement, moi, quand je me suis renseignée hier, j'écoutais un live du comité scientifique indépendant qui disait que, et je savais pas, ça, apparemment pour mettre sur le marché un vaccin, mais c'est valable pour n'importe quel vaccin, il fallait absolument qu'il n'y ait aucun autre médicament qui puisse soigner la maladie en question. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, ben, oui, effectivement, ça peut, je ne dis pas que c'est chose sûre, mais ça alimente ma compréhension. Voilà, c'est une hypothèse. Et je me dis, bon, voilà, ouais. À qui ça profite, et du coup, en attendant, ben, ça fait presque un an que nos enfants de primaire sont masqués. Moi, je fais partie de collectifs de parents qui militent pour enlever ce masque aux enfants de moins de 11 ans parce qu'aujourd'hui, la Société française de pédiatrie, quand même, affirme depuis de nombreux mois que les enfants sont très peu porteurs, très peu malades et très peu contaminants. Et pour autant, le masque qu'on continue à être porté et il n'y a absolument aucune étude, zéro étude qui a été faite pour montrer que c'était efficace, voilà. Et pourtant, ben, on continue. Et ça, c'est vrai que cette sensation que tout ce qu'on apporte comme information, comme étude, comme notion est balayé d'un revers en ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Ça, c'est très, très scandaleux et inquiétant. Et je crois que c'est lié aussi au fait qu'on est maintenant dans une société
où on est hors sol, en fait. Hein, c'est Jean-Dominique Michel qui utilisait cette expression. Culture hors sol. On est devenu, alors heureusement, hein, pas tous, mais il y a quelque chose en nous qui date pas il y a un an, en fait. Hein. Il y a aussi toute notre manière de vivre depuis des décennies qui nous a amené à nous détacher, en fait, de la nature en premier lieu et du coup de nos instincts. C'est comme si on n'avait plus nos radars. Exactement. Par exemple, moi, quand je me balade, hein, j'habite à la campagne et que je suis sur des chemins où il n'y a absolument personne et que je croise des gens, hein, souvent des couples, hein, qui sont tous les deux masqués, je peux pas, j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc en moi qui fait aussi des gros warnings dans le sens, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On en est où, en fait, hein? On est nulle part. Hein? Il y a les petits oiseaux, les épis de blé, et ces personnes-là mettent un masque. Donc là, il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète dans la déconnexion de beaucoup de gens, à nouveau pas tous, hein, mais quand même une bonne partie. En tout cas, suffisamment pour que le rouleau compresseur dans lequel on est depuis un an continue à nous écraser, qui fait qu'on n'est plus connecté à nos instincts, à un truc qui est, si je suis dehors, en plein vent, hein. En plus, le jour où je marchais, il y avait un vent de dingue, quoi. Pourquoi mettre un masque? Enfin, c'est l'inverse de ce que mon corps dit. Hein. Et ça, c'est complètement, à un moment, c'est un niveau de dissociation, hein, comme on a dans des situations traumatiques. Oui, et c'est ce qu'on disait au début de ce webinaire, c'était un peu, même si tu ne comprends pas, tu fais ce que je te dis. Avec ce sentiment d'infantiliser, en fait, que nous sommes des enfants à qui on doit dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire et qu'on doit mettre notre appareil à penser sur pause, en fait. Et ça, je trouve en tout cas que c'est éprouvant en fait. C'est éprouvant parce que si par exemple on a déjà connu ça dans notre parcours de vie, hein, un autoritarisme par exemple dans notre éducation, où on nous a dit c'est comme ça, pas autrement et tout ça, et bien du coup ce qu'on est en train de vivre avec cette espèce de paroles toutes puissantes, ça peut refaire bugger hein, le système nerveux des gens en fait, parce que ça les replonge peut-être dans des choses qu'ils ont déjà trop connues, avec cette impuissance apprise, hein, cette impuissance acquise, et donc du coup, paf, ça rebug. Hein. Et ce que j'échange, au contraire, avec des gens qui sont plus dans l'action, le militantisme et tout ça, c'est souvent les gens me disent, moi, ce type de situation, je l'ai déjà connu dans ma vie. Mais j'ai traversé ça, j'ai bossé sur moi, voilà. Et je trouve qu'on voit aussi beaucoup ces gens-là et qui ont déjà vu ça et qui en sont sortis. C'est pour ça qu'ils ont cette possibilité aujourd'hui de faire face. Mais je crois aussi que l'occasion qui nous est donnée, même si elle est ultra éprouvante et continue à l'être, c'est encore une fois, ça nous donne l'occasion peut-être de traverser des choses qu'on n'a peut-être pas pu faire jusqu'alors et d'affirmer et d'apprendre en fait sur nous. En fait, ça nous permet de bosser d'une certaine manière sur certaines parties de nous. Et voilà. Il y a ça nous fait, moi je pense, avancer effectivement. Hein, je le disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression d'avoir évolué en un an de quelques années hein, en termes de beaucoup de choses, des réflexions, de maturité, de connexion aussi à mes valeurs, hein, à ce qui est important pour moi, aussi à affirmer les choses, à oser aussi être qui je suis avec mes opinions qui ne sont pas toujours celles des gens autour de moi. Et il y a comme une dialectique, en fait, un aller-retour entre plaisir et déplaisir aussi, je trouve, dans ce qu'on vit. Déplaisir, c'est évident, hein, c'est peur, colère, tristesse, toutes ces émotions qui sont difficiles. Rage aussi, hein, la rage est aussi beaucoup présente, je trouve. Et plaisir, ça peut paraître bizarre, hein, où est le plaisir dans ce qu'on vit. Mais moi, personnellement, je ne me suis jamais sentie aussi vivante, en fait, hein, depuis quelques mois. Il y a comme une force de vie qui est vraiment liée à ce qu'on vit, ce que je vis personnellement, d'être comme ça profondément présente en fait à ce qui se passe. Moi qui avant ne regardais jamais ce qui se passait, les actualités, etc. J'étais parfois complètement hors sol pour le coup par rapport au fait d'actualité. Je regarde les choses maintenant avec un intérêt profond et surtout ce désir de compréhension. Et ce désir de compréhension,
il est d'autant plus fort que quand je vois qu'autour de moi, je ne suis pas seule, en fait. Hein. Donc, ça, à nouveau, c'est grâce aux réseaux sociaux, aux collectifs, etc. Collectif, oui, tout à fait. Et ça me donne cette force, en fait, d'osciller là, dans la fameuse courbe, hein, quand je suis dans le fond, de remonter, en fait. Et de sentir qu'on vit une époque formidable, hein, et ce n'est pas provocateur dans mon intention de dire ça, formidable dans tous les sens du terme, hein, formidable en termes de non-sens, hein, mais formidable aussi en termes de potentialisation de ce qu'on est vraiment nous, l'humain, c'est-à-dire retrouver nos vraies valeurs, retrouver la force du cœur, retrouver son instinct, hein, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui est juste pour moi, et surtout retrouver le lien. Hein, et le lien n'a jamais été aussi précieux, aussi bon que depuis qu'il nous est restreint, voire même interdit. Hein. Bien sûr. Donc, cette oscillation, moi, je trouve, elle est quand même assez incroyable. Et personnellement, hein, moi qui ai toujours eu un problème avec le temps, je trouve le temps passait trop vite, j'ai l'impression que depuis un an, il s'est passé tellement de choses, comme si le présent, l'instant avait pris plus de valeur, de texture, hein, que chaque journée a plus de matière. Oui, c'est sûr. Et je pense vraiment que de toute façon, on arrive un peu comme dans une sorte de fin d'un système, hein, qui de toute façon allait mal. Et ça, c'est pas depuis un an. On sait bien que la planète allait mal, qu'il y avait des choses qui étaient tellement compliquées dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer, dans notre manière d'interagir aussi, hein, dans des sociétés de plus en plus individualistes. Et je pense que là, on arrive vraiment dans une période fondamentale de l'histoire de l'humanité avec un peu deux options. Hein. Ça va être soit de continuer sur le chemin, et ce n'est pas du tout celui moi, que je veux pour moi et pour mes enfants, ou soit de réinventer un monde meilleur avec des gens qui vont se réunir, qui vont s'allier, qui vont prendre soin d'eux de manière différente, qui vont construire d'autres choses. Hein. Mais pour ça, je pense que on n'en est pas encore là. Je pense que c'est fondamental de revenir dans son axe. Hein. Il y a une consoeur visiblement qui mettait ça, hein, qui est psychologue, Anne, hein, qui disait que elle nous remercie en disant que ces infos permettent de la remettre dans son axe. Hein. Je crois que si chacun, quel que soit finalement notre vécu, notre situation, peut se dire, OK, là, pour pouvoir faire mon petit travail de colibri, parce qu'on est tous des colibris dans cette histoire. Et je pense que c'est la solidarité. Et déjà, parce que souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? C'est tellement une grosse machine. Moi, la première, ce que je me disais au début, je me disais, mais qu'est-ce que moi, Johanna, mon petit truc là, dans mon petit village, je vais pouvoir faire? Et je crois vraiment que c'est vraiment exponentiel. Plus je reviens dans mon axe, plus je prends soin de mon confort, de mon environnement, de mes proches, plus je me fais plaisir, plus je fais monter mon ocytocine, ça fait baisser mon niveau de stress, plus je me relie, je me mets en lien avec mes proches, avec des collectifs. Il y a des gens fantastiques dans les collectifs moi, que je rencontre et qui me nourrissent vraiment, qui me font un bien fou. Plus on fait, c'est fait boule de neige après. Et aussi de retrouver, pour ceux qui le peuvent, et c'est pas grave si on peut pas, l'idée c'est pas de se dire moi j'en suis pas là et donc c'est pas bien. Il n'y a pas de bien ou de mal, je pense qu'il faut sortir de ça. C'est vraiment important de pouvoir faire ce qu'on peut là où on en est et déjà prendre soin de soi et pour ceux qui le peuvent, de pouvoir poser des questions, de pouvoir s'autoriser à dire attends, là moi il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre, peut-être aller questionner les directeurs d'école, questionner les maires, questionner les inspecteurs, questionner les députés, enfin voilà, à travers des collectifs ou de manière individuelle. Mais je crois que c'est absolument pas, c'est l'histoire du colibri, hein. La petite goutte que le colibri met pour éteindre l'incendie, voilà, elle va à un moment donné, il va avoir des choses qui vont se passer. Ça ne peut pas se passer autrement de toute façon. C'est juste long et je pense que ça, c'est important de considérer. Et il y a un concept que j'avais envie de mentionner en écho à ce que tu dis là, c'est le concept de la salutogénèse. Oui. La salutogénèse, hein, c'est Jean-Dominique Michel qui en parlait il y a quelques jours, c'est le regard porté à ce qui aide, hein, qui est salutaire. Hein, la salutogénèse, d'où vient le salut en fait. C'est un concept que moi je ne connaissais pas et que je trouvais vachement intéressant pour nous donner aussi des perspectives positives. Hein, que faire dans cette situation? Donc, il y a 3 piliers à la salutogénèse, c'est comprendre, respecter ses valeurs et agir.
Donc, comprendre. C'est pour ça qu'on fait ce live ce soir. Moi, c'est pour ça que j'essaye aussi d'écrire, que je suis assez active sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on est dans des collectifs aussi, pour avoir des informations différentes et comprendre. C'est l'intelligibilité de ce que je suis en train de vivre, c'est très important. C'est à nouveau lié à un besoin primaire de sens, dont j'ai parlé tout à l'heure. De respecter nos valeurs. Ça, les valeurs, c'est très instinctif aussi, même si ça se construit dans notre vie. C'est quelque chose d'acquis dans les valeurs, mais c'est aussi très viscéral, si vous voulez, les valeurs. C'est quand quelque chose bafoue mes valeurs, je réagis. C'est pas je réagis avec ma tête, c'est mon corps qui dit ça, c'est pas possible. Si je vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, il y a la valeur tout simplement d'aider quelqu'un qui va me faire réagir. Après, mon cerveau va venir dire « mais non, attention, tu vas te faire agresser, attention, etc. » Mais d'abord, il y a cet instinct. Donc, nos valeurs en ce moment, ça va dépendre de beaucoup de gens. Il y a des gens pour qui, en ce moment, le plus important, c'est la bonne santé de leurs proches. Donc, pour ces gens-là, ça va être important, par exemple, de respecter les protocoles. C'est leur valeur. Il y en a pour qui la valeur, c'est dénouer un petit peu ce micmac là, et comprendre et peut-être toucher la vérité, même si à mon avis elle est inatteignable, mais en tout cas d'aller vers cette recherche de sens, de cohérence dont je parlais. Et vous en avez plein, donc interrogez-vous sur vos valeurs et défendez-les en fait, quelles qu'elles soient. Si ma valeur, moi par exemple en tant qu'enseignante, c'est d'être proche des gamins, parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Ok, même si je suis obligée de porter un masque, je vais faire le maximum pour essayer de compenser ça et être vraiment là. Et puis, il y a certains moments aussi, peut-être que je vais être un peu moins regardante sur le respect du masque sur mes élèves, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le respect des valeurs. Et le troisième point de la solutogénèse, c'est l'action, évidemment. Ça, c'est à nouveau par rapport à la courbe dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est une fois qu'on a commencé à accepter ce qui se passe. Je crois qu'avant, ce n'est pas possible d'agir. Je vais commencer à me mettre en action. Et ça peut être, par exemple, partager quelque chose qui m'a interrogée ou qui, au contraire, m'a convaincue. Ça, c'est par exemple une micro-action. Une autre action aussi, c'est de rester là où on est, même si c'est difficile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense à ma propre expérience à l'hôpital. Moi, j'adore mon travail. Ceux qui me connaissent me savent passionnée par mon boulot en psychiatrie. Mais depuis 1 an, il y a des moments, c'est difficile d'y aller. Et c'est difficile parce que je me sens dans un état de dissonance en fait, cognitive, émotionnelle qui m'est vraiment difficile. Pas tout le temps, mais certains jours. Mais à un moment, ma valeur, c'est aussi d'aider les gens avec qui je travaille, que ce soit mes patients ou mes collègues. Et ça, c'est une valeur importante. Du coup, mon action derrière, c'est d'y aller. Quoi qu'il arrive, et pas claquer madame comme j'ai eu envie de le faire plusieurs fois. Ça, c'est aussi l'action. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Ouais, moi, ce que je fais depuis pas mal de temps, et puis après, on va peut-être conclure et on va venir aux questions, c'est que je remarquais, alors quand les magasins étaient ouverts ou les grandes surfaces, je remarquais que j'allais plus trop dans les endroits avec du public parce que je supporte pas le masque en fait. Pour moi, c'est un non-sens, il a aucune utilité. Enfin bon, bref, c'est mon avis personnel, mais qui est quand même aussi, enfin bref. Dans certaines situations, je le mets, mais je le supporte pas. Et donc, j'ai vu que dans certains collectifs, ce que certains proposaient, c'était de mettre un trombone sur son masque, juste pour envoyer l'information que je mets le masque, mais je ne suis pas en accord avec ce qu'il représente pour moi. Parce que souvent, je me baladais dans la rue et je me disais, bon, avec tous les gens masqués, on ne sait pas trop si ils ont peur, s'ils sont en colère et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, je me balade avec mon trombone sur mon masque et ça interpelle. Et c'est drôle comme ça vient engager une conversation. Où il y a certaines personnes qui m'ont dit pourquoi vous avez un trombone sur le masque et juste de cette manière-là, c'est pas moi qui vais au devant en train de dire il faut voilà, mais ça interpelle et ça ouvre une discussion. Je mets ça parce que c'est un petit signe distinctif, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis pas trop en accord ou je questionne en ce moment. Et vous, comment vous vivez les choses? Et voilà, il y a certaines personnes, je le fais pas depuis très longtemps, mais certaines personnes que ça a interpellé.
Et je trouve que ça, c'est une action, par exemple. Ça semble pas grand-chose à l'échelle mondiale, mais c'est une action qui fait boule de neige et c'est exponentiel. Voilà, mon petite histoire de trombone. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être regarder un petit peu ce que vous nous dites. Alors, on a beaucoup de consoeurs, confrères qui sont présents avec nous. Je pense qu'on convainc des convaincus déjà. Nous, après, ce qu'on veut, si vous pensez que cette vidéo, elle peut être utile à d'autres personnes, on n'est pas trop connu avec Gwenaëlle, on n'est pas encore trop étiqueté. Je pense qu'on est assez... pas encore partager. Ouais, c'est ça. On peut encore partager cette vidéo et puis peut-être juste pour, voilà, si vous pensez que ça a été utile, n'hésitez pas à le partager. Nous, on cherche surtout à donner ces informations à des gens qui sont un peu dans un d'eux ou qui sont un peu dans leur système de fuite en mode je suis terrorisé, parce que l'objectif premier, c'est pas de faire peur, c'est de dire ok, vous n'êtes pas tout seul en fait, vous n'êtes pas tout seul à ressentir ça, vous n'êtes pas, et voilà ce qui se passe. Voilà. Et combattre les clivages en fait, parce que ces clivages qu'on n'a pas sentis tout de suite, mais qui sont quand même arrivés assez vite et qui sont parfois très très forts. Ça, c'est tellement préjudiciable in fine, parce que si on éloigne les gens, on joue aussi le jeu, je crois, de la peur et de cette propagande majeure. Donc, c'est comment on peut rester en lien, même si on n'a pas les mêmes avis. Et ça, c'est un sacré challenge. Moi, ça me fait beaucoup bosser sur moi-même, ça, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc Anne dit, j'adore l'idée du trombone sur le masque. Ben oui, testez-le, je vous assure, ça interpelle les gens. Voilà, vraiment. Et Anne, ouais. et aussi, voilà, rester en lien. Ça, c'est vraiment... moi, je suis spécialiste du sujet de l'attachement, donc vous pensez bien que ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir ce qui se passe dans certaines relations humaines, y compris dans les miennes, des amitiés par exemple. Donc restons en lien. On peut ne pas avoir les mêmes avis, heureusement d'ailleurs. C'est ça qui est riche. Bien sûr, et puis de pouvoir faire preuve de... Je sais que c'est éprouvant pour certaines personnes, mais de douceur et de compassion pour ceux qui n'en sont pas encore là, en fait. C'est la souffrance qui se manifeste, que ce soit par de l'agressivité ou du déni. En fait, c'est des réactions, encore une fois, n'oubliez pas, au stress intense. Et donc, du coup, les gens qui sont dans un stress intense sont en souffrance, même si elles ne sont pas en capacité de l'admettre ou de concevoir autre chose. C'est pas grave, mettons peut-être ces discussions de côté, allons partager un thé, éventuellement en gardant le masque ou avec le trombone ou sans le trombone et la distance, mais renouons du lien en fait. Je crois qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on va pouvoir calmer le stress des gens, parce que justement, rien que le fait d'être en lien, en présence, ça fait monter l'ocytocine. Donc, voilà, c'est des toutes petites choses, mais qui sont fondamentales au vu où on en est aujourd'hui. Bon, voilà, on va peut-être clôturer pour ce soir. Merci en tout cas, parce qu'il y a eu beaucoup vous avez été beaucoup à réagir, à dire que vous vous reconnaissiez dans ce qu'on partageait, des idées, des partages aussi d'expériences, sur un petit peu pour étoffer ce qu'on a dit ce soir. Donc c'est super, je suis très heureuse de voir que ça. Ce qu'on peut dire aussi, Johanna, c'est qu'on mettra sous la vidéo quelques liens. Oui, qui nous ont fait du bien. Voilà, qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis, nous, de cheminer sur notre courbe, voilà, qu'on a envie de partager, des sites de réinformation, des témoignages. Voilà, avec aucune injonction, c'est simplement pour dire, OK, il y a d'autres choses qui existent, allez jeter un œil, allez vous faire surtout votre propre avis, ne soyez pas convaincus, ne nous croyez pas sur parole, surtout, allez faire votre propre avis et retrouver votre capacité d'être, en fait. Et voilà, ça c'est... Et écoutez votre cœur. Le cœur. C'est ça. OK. Voilà. Bon, et pour ceux qui nous regarderont en replay, pareil, vous pouvez mettre des petits commentaires en dessous, on pourra vous répondre, vous pouvez nous contacter facilement aussi. C'est ça,
c'est ça. S'il y a des professionnels, pas que, hein, il y a aussi pas mal de collectifs qui nous ont rejoints. Donc, dans le collectif Conscience, Santé, Liberté, voilà, on a une page Facebook, une page LinkedIn, même si on est quand même plus actif sur Facebook. On Ça est plus de permet 300 malgré tout. quand même aujourd'hui, hein, je crois. On était 350 hein, tout à l'heure. Donc, Voilà, donc effectivement, ça, c'est réjouissant aussi. en tout cas, on partage des points de vue, des articles, des idées, mais avec beaucoup de bienveillance et ça fait du bien. Je pense aussi à tous les collectifs de parents, les collectifs de, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre des gens qui sont en résonance avec ce que vous sentez et ce que vous partagez ou qui peuvent vous faire avancer sur ce chemin. Et voilà, moi je suis quand même de nature optimiste et je me dis que certes il faut attendre, il faut être patient, ça me fait bosser aussi sur mon impatience, mais que si on en sort, on peut vraiment construire une société avec des belles valeurs, voilà, et quelque chose de nouveau en fait. Voilà pour nous et surtout pour nos enfants. Voilà. Bon, en tout cas, merci Gwenaëlle de cet échange. Et puis, merci à vous. Allez, on vous embrasse, tous ceux qu'on connaît, puis tous ceux qu'on ne connaît pas aussi. Hein, c'est ça. C'est les bonnes ondes à diffuser. C'est ça. À très bientôt à tous.